suite. Mathieu Michel, interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, bonne ou mauvaise idée? Pour moi, c'est une mauvaise idée. Je pense que l'interdiction ne solutionne pas le problème de fond. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Pour moi, c'est l'éducation qui est important. Je pense qu'au contraire, le plus tôt possible, on doit éduquer. Et quelque part, pour moi, interdire, c'est un petit peu cacher la poussière sous le tapis. Il y a peut-être des éléments que j'aimerais rajouter très rapidement. C'est que pour moi, il y a deux espaces de réflexion fondamentaux. Un, c'est la responsabilité des plateformes. Je trouve que même s'il y a eu des régulations, notamment le DSA sur les plateformes, cette responsabilité aujourd'hui n'est pas assez impliquée au niveau des plateformes. Elles doivent être beaucoup plus tenues comptables quelque part de ce qu'elles provoquent, premier élément. Et deuxième élément, c'est la responsabilité de l'utilisateur en tant que tel, par l'éducation, mais aussi par des outils de vérification d'âge, pour pouvoir justement filtrer peut-être de façon plus simple des contenus nocifs. Donc, éducation plus que sanction pour moi. 16 ans, pourquoi pas 14, pourquoi pas 17 ou 18. Mais avant ça, Xavier Degros, votre position entre ce qu'a dit Mathieu Michel et ce qu'a dit Caroline De Puydt? Je suis un peu surpris, mais je suis complètement aligné avec ce que Mathieu pourquoi Michel c'est pas autre chose. a dit. Ça peut arriver, c'est pas grave. Au sein de votre parti, attendez. tout le monde n'a pas le même avis. Et oui, tout à fait. Mais je me bats au son de mon parti aussi, rassurez-vous. Vous militez au sein de votre parti Oui, pour cette position. Xavier Degros, bonne, mauvaise idée, pourquoi? C'est une mauvaise idée, c'est-à-dire que on prend une interdiction, ce qui est vraiment le plus radical comme mesure par rapport à un problème beaucoup plus complexe. On va y venir justement avec vous dans quelques instants, Xavier Degros, mais avant ça, Mathieu Michel, imaginons que vous soyez pour cette interdiction, que vous soyez au contrôle. Si vous voulez, pour animer le débat, Madame Galland, Non, mais dans le sens, est-ce que nous, la Belgique, on pourrait aller aussi loin que l'Australie, où politiquement c'est impossible, et c'est dans le domaine de la théorie, ça ne partira jamais ce mur de la pratique? Non, moi je pense que c'est tout à fait possible à un moment donné de l'interdire, mais si c'est le cas, c'est au niveau européen. D'ailleurs, les discussions aujourd'hui sont en cours au niveau européen pour l'interdire, mais néanmoins, on se rend compte que le cheminement en fait ne résiste pas à la réflexion en profondeur. En fait, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que la solution de facilité pour beaucoup de personnes, c'est se dire, il y a des effets nocifs, donc il faut interdire. Mais pour moi, c'est une réflexion complètement nulle. Il faut aller vraiment jusqu'au bout des choses. On ne produira plus en voiture, sinon, parce que c'est... Oui, c'est un peu ça. Si vous retirez en fait de la consommation ou bien de ce qui nous entoure, tout ce qui est un peu dangereux parce qu'on ne sait pas l'utiliser avec un peu d'éducation, alors on vit dans de l'ouate, quoi, vous voyez. Et donc c'est un petit peu ça. Et ici, donc il y a quelques règles qui existent. On peut pas conduire une voiture avant un certain âge aussi. Oui, d'accord, mais excusez-moi, mais la dangerosité de conduire une voiture, c'est pas la même chose. Ou alors non, interdisons. Si je peux me permettre, non, mais si je peux me permettre, alors interdisons la télévision, interdisons. Vous voyez, interdisons les bonbons. Enfin, imaginez un petit peu dans quoi on est parti. Et donc il y a aujourd'hui une règle qui est intéressante, qui est connectée au RGPD d'ailleurs, la protection de la vie privée, qui est 13 ans. Et donc on ne peut pas avant 13 ans. C'est déjà une règle entre nous qui est très difficile à appliquer. Et on se rend compte déjà à l'usage que des enfants sont sur les écrans bien avant cet âge de 13 ans. Et donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas être naïf et il faut intégrer en fait des cours d'éducation à la citoyenneté numérique le plus tôt possible. Et Mme Le De Puydt le disait tout à l'heure, l'implication par exemple en termes de harcèlement, de protection de la vie privée, d'esprit critique face aux fake news, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'il est essentiel pour moi d'apprendre le plus vite possible, parce que, qu'on le veuille ou non, interdit avant, après 16 ans, même après 25 ans, on s'en fout. En fait, à un moment donné ou à un autre, ces générations, les nôtres y compris, sont confrontées à cette nocivité-là. Et donc c'est un peu comme une bactérie ou un virus, il faut apprendre à les combattre plus qu'à les interdire, puisqu'on ne sait pas interdire cette implication, cet impact qu'il y a sur la société dans son ensemble. Dans ce cas-ci, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas l'idée de l'Australie ose défier les plateformes. Est-ce que nous, Belgique, est-ce que nous, Union européenne, on a les épaules? Moi, je suis convaincu qu'on a les épaules. Vous savez, l'Europe, on a tendance à l'oublier, est une grande puissance à tous les niveaux. Elle souffre en fait de quoi? Elle souffre d'une fragmentation de ses lieux de décision. C'est qu'en fait, quand vous parlez avec l'Union européenne, vous avez 27 gouvernements, déjà rien que chez nous, on a quand même quelques-uns, vous voyez. Et donc, à être en capacité de prendre une décision centralisée de façon solide, c'est excessivement compliqué. Je reviens sur ce que j'expliquais par rapport à la responsabilité des plateformes. Honnêtement, on a négocié pendant des années le DSA, Digital Service Act, qui est censé, alors c'est comme ça qu'on l'a présenté, qui est censé rendre les plateformes plus responsables. En fin de compte, en fait, qu'est-ce qu'elles ont comme obligation? C'est expliquer en fait ce qu'elles ont fait, mais c'est pas être responsable de ce qu'elles ont fait. Et donc là, c'est quelque chose qui est assez dingue. On évoque tout à l'heure effectivement des jeunes, par exemple, qui sont en contact de contenus plus ou moins agressifs. Sincèrement, aujourd'hui, avec les technologies, une plateforme, c'est plus ou moins filtrer la nature des contenus avec lesquels on va être en contact. Une plateforme demain avec 12 outils pour vérifier l'âge, par exemple. C'est un business, c'est ce que vous dites en fait. Mais non, mais
Dans le sens qu'il laisse ça parce que aujourd'hui, mais il est fondamentalement, fondamentalement, l'économie de plateforme, c'est une économie de l'attention. Et donc, au plus on est attentif devant son écran, et nous tous ici, au plus on est plongé dans notre écran, au plus on peut nous vendre en fait à des annonceurs du temps d'attention. C'est ça qui se passe. Et il se trouve effectivement que des contenus qui peuvent apparaître comme étant plus violents, plus inappropriés, plus faux, plus mensongers, sont des contenus qui captent en fait mathématiquement plus de temps d'attention. C'est là en fait qu'il faut rendre responsables les plateformes. C'est qu'aujourd'hui, l'algorithme en fait est nourri par le temps d'attention, peu importe la nature du temps d'attention. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on doit être en capacité de nourrir des outils de discernement qui permettent en fait de filtrer des choses plus ou moins nocives, des choses qui viennent par exemple de faux profils ou de vrais profils. Vous savez, on a travaillé avec la Belgique, et je termine par là, c'est un élément qui est important, on a travaillé sur avec la Belgique sur la construction d'un outil qui permet aux plateformes de faire la différence entre un vrai profil et un faux profil. Entre un profil majeur. Mais MyGov, par exemple, est un outil qui permet de le faire. Avec la déclaration de Louvain-Neuve qu'on a votée pendant la présidence belge, ça permet de le faire. Et aujourd'hui, je vais vous dire, cet outil, il est déjà en test au niveau de l'Union européenne pour permettre en fait demain d'avoir sur Facebook, par exemple, un filtre qui vous dirait « Tiens, je ne veux voir que des personnes majeures ou bien des personnes de mon âge. » Ou bien, vous voyez, ça, c'est des choses qui permettent à chacun de développer son esprit critique. Ça, d'accord, mais sur le rapport de force, parce que la question de Nico portait là-dessus. Non, on a encore vu cette semaine, on a vu une amende, alors je ne sais pas très bien à quoi ça sert, mais une petite amende au vu des finances qu'a X aujourd'hui, le réseau social de Elon Musk. On a l'impression finalement qu'on est presque à leur merci, surtout au vu du comportement du président américain qui ne supporte pas. C'est parce qu'on a un petit peu gêné de taper dans le portefeuille des plateformes. Mais sincèrement, on peut y aller beaucoup plus allègrement que ce qu'on fait. Quelques dizaines de millions d'euros pour une plateforme comme Meta, ça leur fait pas mal évidemment. On les chatouille, vous voyez. Mais si à un moment donné, on vient avec des éléments qui sont beaucoup plus intrusifs dans leur santé financière, je peux vous dire qu'ils vont commencer à bouger. Et au pire, il y aura d'autres modèles économiques plus européens à ce moment-là, qui développeront une offre de services, de plateformes, de réseaux sociaux, plus en phase avec les valeurs qu'on veut défendre. On constate quand même que nous, en Belgique, il a parlé de nombreux gouvernements, on n'est pas du tout alignés. On peut même dire qu'il y a quelques mois, la Belgique s'est illustrée de manière un peu négative en ne signant pas un accord en fait européen sur la protection des mineurs. Il y a 2 pays qui n'ont pas signé et on en fait partie. Donc qu'est-ce qu'on envoie comme signal là? Ça me paraît pas très très sain. Et que les plateformes puissent y aller. Je pense que oui, on a largement le poids. Il faut augmenter la portée du DSA. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que le DSA actuel est insuffisant. Il faut aller encore un petit peu plus loin et aller vite. Et pourquoi on n'a pas signé c'est un super exemple de cette fragmentation des gouvernances où en fait l'ensemble des gouvernements, sauf la Flandre, étaient alignés pour participer à cette signature qui visait. Enfin, c'est une signature. Il faut voir de quoi on parle. C'est une signature qui visait finalement à identifier si un profil était un vrai profil ou un faux profil. Et la Flandre, malheureusement, n'a pas signé, en préférant en fait laisser aux plateformes le choix de la nature de la vérification qu'elles feraient. C'est exactement l'inverse que la Belgique a défendu lorsque j'étais secrétaire d'État, c'était dire non, il faut un standard de vérification européen qu'on impose aux plateformes pour toute une série d'accès à des contenus qui peuvent être de la pornographie, des contenus nocifs, ou bien vérifier l'âge d'accès à des plateformes. On va revenir. C'est aussi la protection des données personnelles. C'était un argument de la Flandre de dire c'est pas une question de principe, c'est une question peut-être aussi de moyens. Mais ça c'est quand même... Si on lâche en quelque sorte, si on demande aux utilisateurs de fournir leur carte d'identité, on donne aux plateformes énormément de données. Alors si je peux me permettre, c'est un argument qui est complètement à côté de la plaque, puisqu'en fait la régulation européenne qu'on appelle EIDAS, j'ai envie de saouler les spectateurs avec des régulations, mais il y a une loi européenne qui a mis en place des standards qui permettent justement simplement de partager un attribut d'une personne. Style, vous êtes un homme, une femme, vous êtes majeur, mineur, vous voyez. Donc là, et donc il y a des outils, donc il y a des outils qui existent, qui sont totalement respectueux de la vie privée et qui sont gérés justement par les gouvernements. Donc cette explication, soit elle est le reflet d'une incompétence au niveau des personnes qui ont pris la décision, soit sincèrement, c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Mais dans la bouche de beaucoup de politiques aujourd'hui, on renvoie
la responsabilité vers les parents qui renvoient la responsabilité vers les écoles qui renvoient la responsabilité vers les politiques. Finalement, qui doit assumer tout ça? Mais pour moi, c'est une responsabilité collective. Vous savez, la société, c'est pas charger une personne de gérer tout. C'est effectivement une responsabilité des parents qui doivent voir ce qui se passe quand ils offrent un GSM à leur enfant. Ils doivent savoir ce qui va se passer derrière. Ils ne doivent pas juste lui donner le GSM et puis voir penser que l'école va s'en occuper. Mais à l'école, pareil. Aujourd'hui, moi, je plaide, ça fait des années maintenant, pour des cours d'éducation à la citoyenneté numérique. Je vous avoue que je suis un peu sidéré qu'on continue à avoir 36 000 cours de religion dans un État qui essaye d'être le plus neutre possible. Et dans le même temps, on n'a pas de cours d'éducation déjà à la citoyenneté tout court. Pour avoir des cours de philosophie, il faut déjà y aller. Et donc, des cours d'éducation à la citoyenneté numérique, c'est quelque chose d'essentiel. Mais ce n'est pas que les enfants. Les enseignants eux-mêmes ne sont pas préparés à ça. Mes parents... comment ça se fait? On est en 2025. Mais vous savez, la réponse est super simple. La raison, elle est super simple. C'est pas vous que je le dise. Non, mais je veux dire, la raison, elle est super simple. C'est qu'en fait, il y a 2 ans ou 3 ans, par exemple, personne n'avait jamais entendu parler des LLM, de ChatGPT, ou ce genre de choses. Et donc, on est à un moment de l'histoire de l'humanité où l'innovation impactante sur la société n'a jamais été aussi rapide. Prenez le feu, par exemple. Quand on a commencé à domestiquer le feu, il a mis cette technologie-là, si vous voulez, elle a mis des centaines, voire des milliers d'années pour pénétrer la sociologie de l'humanité. Prenez la domestication du cheval ou l'utilisation de la roue. Mais nous sommes d'une génération, moi je suis d'une génération où j'ai commencé avec un téléphone à crémaillère et maintenant je parle à mon téléphone dans la bagnole pour préparer des articles. Vous voyez et donc, si vous voulez, cet impact technologique-là, il n'a pas eu le temps de pénétrer en fait la sociologie collective de l'humanité. Mais j'ai envie de dire, et pour lui renvoyer un petit peu la patate aussi, ok, dans votre pré-politique, qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui fait que, alors que vous avez la volonté d'éduquer au niveau de la citoyenneté numérique, que je partage pleinement, qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas ces choix de priorité? L'argent. C'est assez simple. Ouais, mais l'argent, enfin, moi ça me fait rire quand on dit qu'on n'a pas d'argent. C'est faux. Non, mais on va mettre des priorités avec cet argent. Oui, mais si je peux me permettre, on est un des enseignants en Fédération Bruxelles où il y a le plus de financement au monde, avec des résultats qui sont peut-être pas forcément au rendez-vous. Mais je prends un simple exemple, je le disais rapidement tout à l'heure. On a encore, je ne sais pas combien de cours de religion différentes. Okay, ça pèse sur un budget. Moi, je préfère 10 000 fois qu'il y ait éventuellement un cours des religions, pas de religions, un cours des religions, ou alors un cours d'éducation à la citoyenneté numérique. Donc, les moyens, à un moment donné, sont disponibles, mais après, c'est histoire et c'est affaire de choix. Fondamentalement, quand on regarde la façon dont nos élèves, nos jeunes vont sortir et être confrontés à la réalité, sincèrement, c'est logique de faire évoluer l'éducation, l'enseignement par rapport à ça. Et donc, à un moment donné, on doit peut-être abandonner des stratégies d'éducation pour les réorienter sur des stratégies qui sont plus essentielles. Moi, ce que je constate, c'est un élément qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, cet impact du digital chez les jeunes et les moins jeunes, parce que ça impacte tout le monde, conduit à une forme au-delà des effets nocifs, conduit également à une forme de polarisation du monde qui a un impact immédiat sur la disparition de la nuance, sur les propos un peu agressifs qu'on peut rencontrer, y compris en politique, puisque vous voulez qu'on tape sur les politiques. Je peux le faire avec vous, avec beaucoup de... Non, mais moi je veux bien le faire. Moi je veux bien le faire. Mais c'est aussi ça, quelque part. Et donc, ça a un impact sur la démocratie, inévitablement, au-delà de l'ensemble des contenus nocifs qu'on vient d'évoquer. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que vous êtes en train de dire. On se rend compte qu'il y a un énorme enjeu démocratique et les partis démocratiques ne parviennent pas à s'entendre sur une priorité, sur l'éducation. C'est pas le sujet. Pourquoi est-ce que vous pensez que je me bats je me bats pour cette raison-là. Parce que je pense que... on va dire, au sein de votre parti. Après, on va passer la parole à Caroline Dupeuil. Mais je vais vous répondre, parce que c'est un élément qui est essentiel. Très rapidement. Mais lorsqu'on fait des études aujourd'hui, si vous faites un sondage d'opinion et que vous demandez à l'ensemble de la population s'il faut interdire ou pas les réseaux sociaux, la réponse ce sera: il faut interdire les réseaux sociaux avant 15 ans. Facile. Voilà, ça c'est la réponse. Je sais pas, moi je me demande si vous partagez mon idée, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est un couvre-feu des réseaux sociaux, que ça s'arrête à 22h pour tout le monde, et que comme ça on puisse dormir, avoir quand même des moments de pause. Ça peut être 22h, je dis au hasard, mais je trouve que ce serait comme ça des espèces de un millefeuille de possibilités qu'on met en place, avec la présence des réseaux sociaux, avec une éducation des parents, avec une interdiction à l'école à certains moments.
C'est pas très libéral, ça, imposer un couvre-feu à toute la population. Absolument pas, c'est pas du tout libéral. Michel, votre position, en quelques mots, comme ça on termine. Hein. Mais très rapidement, en fait, moi je trouve que l'idée est intéressante à déployer jusqu'au bout. Moi j'avais proposé, en fait, lors d'une réunion du Conseil Télécom, il y a quelques années, l'idée de paramétrer par défaut les GSM avec un temps d'écran. Vous voyez, on peut tous paramétrer, en fait, par défaut, notre GSM, il est libéré. Comme un compte parental, en quelque sorte. Mais c'est ça, en fait, on aurait pu imaginer l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, notre téléphone, quand on le reçoit, il est libre de tout. On aurait pu imaginer que par défaut, en fait, le téléphone, il a un temps d'écran limité sur un certain nombre d'applications et que ça demande une démarche, une manipulation particulière pour le déverrouiller.